se ci va dal male, la voglia di vivere e stare con te. Comprendre l'Empire, quelque part, en fait, était plus ambitieux. Hein. Là, en fait, Alain Soral traite une idée. Hein. Mais il la traite sous tous ses angles, hein, sous tous ses aspects. Donc, en fait, quelque part, il y a une sorte de beauté géométrique. En fait, on a l'impression de lire en fait un traité quasiment mathématique, un peu comme certains ouvrages de philosophie de Spinoza ou de Wittgenstein. Par moments, on se demande en fait si effectivement c'est pas une sorte de géométrie sociale, sociopolitique, c'est-à-dire puisqu'en fait l'idée du livre en fait c'est de décrypter en fait sous toutes ses facettes l'idéologie égalitaire ou égalitariste, qui est en fait une sorte de folie collective au bout d'un moment. Alors moi, j'aborde cette question-là sous un angle un petit peu différent, qui est celui de la cybernétique, puisqu'en fait la cybernétique fait partie de ce vaste mouvement comment dire ça, en fait, de remplacement de la qualité par la quantité. Puisque la cybernétique traite tout sous l'angle de l'échange d'informations. Donc en fait, il n'y a plus de différence entre les sujets et les objets, entre les objets, en fait, entre le vivant et le non-vivant. Il n'y a plus de différence entre moi, en fait, et les objets inanimés qui m'entourent, du point de vue qualitatif. La seule différence, elle est quantitative, c'est-à-dire c'est la quantité d'informations qu'on échange. Donc nous sommes tous des systèmes, moi, le livre, là, en fait, la caméra, nous sommes tous des systèmes qui échangeons de l'information. Entre moi et mon réfrigérateur, la seule différence, c'est la température. Bon, je caricature, mais c'est un peu ça l'intuition fondatrice de la cybernétique et de ce paradigme égalitariste qui est donc analysé et critiqué dans Comprendre l'époque. Alain Soral fait remonter ça, effectivement, essentiellement aux Lumières, en fait. Mais bon, même avant, en réalité. Mais c'est vrai que, comment dire, l'implémentation politique, étatique de cette idéologie, ça se fait effectivement essentiellement avec la Révolution française, puisqu'il s'agit d'en finir avec l'Ancien Régime, qui lui-même était une expression de la hiérarchie, des hiérarchies traditionnelles universelles. Avec effectivement des distinctions qualitatives, avec finalement des systèmes de castes. C'est les trois rôles là en fait indo-européens, là le travailleur, le penseur et le guerrier, avec une articulation organique entre les trois places. En général, c'est vrai que il y a peu d'exemples en fait de sociétés où il y aurait quatre rôles comme ça, quatre rôles archétypaux. En général, ça se résume à ça, pour des raisons, à mon avis, tout simplement en fait de sélection naturelle, quoi. C'est-à-dire que quand on doit tout fabriquer de ses propres mains, et qu'il y a malgré tout aussi des besoins de grands récits pour fédérer le groupe et créer du lien social, et puis quand par ailleurs on est affronté à un environnement hostile, bon ben voilà, là on voit tout de suite en fait la répartition, je dirais quasiment naturelle, des rôles dans une société tribale, ou un peu plus peut-être, je dirais, en transition entre le tribalisme clanique et la société à État, puisqu'il y a effectivement des besoins à nourrir, des besoins à remplir. Il faut nourrir, donc il y a le travailleur, il faut se défendre, donc le guerrier, et il faut créer du lien social, donc le penseur ou le religieux, qui ont fondamentalement la même fonction. C'est-à-dire en fait élaborer un récit fédérateur pour la communauté. Donc Alain Soral passe en revue effectivement, fait une description de cette hiérarchie traditionnelle qui est en fait qui pose les fondements anthropologiques de toutes les sociétés humaines quasiment jusqu'à récemment. Et donc il y a effectivement une révolution qui se met en place au XVIIIe siècle. Bon, à la limite, on peut même la faire remonter à la Renaissance. Tout ça, en fait, ça c'est très étalé dans le temps. Mais bon, aujourd'hui, on est vraiment dans les ultimes conséquences de cette idéologie égalitariste qui renverse les hiérarchies traditionnelles et les hiérarchies universelles issues de la sélection naturelle, fondamentalement, parce qu'on est en train de passer au-delà de la sélection naturelle, avec le transhumanisme.
Et donc il n'y a plus besoin de remplir un certain nombre de fonctions et de besoins, parce que en fait ils vont être de toute façon remplis par de la mécanisation, de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, et qu'en plus, de toute façon, effectivement, il y a une telle accélération des communications et des transactions autour du monde que, en gros, ce qui était séparé est réuni, c'est un adage maçonnique, mais bon, la franc-maçonnerie aussi participe, effectivement, de cette idéologie égalitariste, qui aboutit finalement à, en fait, au règne de l'esprit cybernétique. Alain décrit ça, en fait, dans un style assez lapidaire, et qui a une certaine, il y a une vraie beauté, il y a un côté esthétique dans le livre. On a l'impression effectivement, c'est un peu de la peinture abstraite. Il y a un côté très géométrique, très euclidien dans le style, avec effectivement des paragraphes assez courts. Bon, ça c'était déjà dans Comprendre l'Empire. Des paragraphes assez courts introduits par un titre. C'est presque des fiches de lecture en réalité. Mais alors ça crée une dynamique en fait. Enfin, on peut lire le livre finalement assez rapidement parce que bon, ça rentre, je dirais, dans le cerveau peut-être plus vite effectivement que des longs traités avec peu d'espace, peu d'alinéas, etc. Donc là, bon, il y a le style est effectivement assez soigné de ce point de vue-là. La forme en fait, bon là je passe de la forme au fond un peu sans transition, mais c'est donc un texte qui ne traite que d'une seule idée fondamentalement, mais une idée qui est devenue monomaniaque et qui en fait est en train de saisir le monde entier. Donc effectivement c'est une description en fait du monde sur la base d'une seule idée qui en quelque sorte est en train de se réaliser. Alors c'est Heidegger aussi parlait donc du Gestell, c'est-à-dire la réduction du monde en fait à ce qu'il appelait en fait la mise à disposition. Le Gestell en fait c'est en allemand c'est Geste 2 L. C'est rien d'autre que finalement l'appropriation du monde par la technique. Du monde naturel par la technique. Donc c'est l'appropriation de la nature par la culture, même le remplacement de la nature par la culture. Et pour ça, en fait, effectivement, on plaque sur le réel une grille de lecture mathématique qui, effectivement, réduit tout à du chiffre, à du numérique, à du quantifiable. Bon, tout ça, c'est aussi chez René Guénon, le règne de la quantité. Enfin, toutes ces intuitions-là, en fait, sont présentes chez des auteurs critiques de la modernité. Là, comprendre l'époque, c'est une sorte de synthèse, de conclusion de toute cette filiation, de toute cette tradition critique du règne de la quantité, du Gestell heideggerien et du monde du dernier homme, en fait, nietzschéen. Alors bon, là, je fais un tout petit peu de promo pour mon dernier bouquin. Non, mais ça, en fait, j'en parle aussi, en fait. Le titre, bon, peut paraître un peu trompeur. Enfin, disons que le suprémacisme blanc, en réalité, c'est aussi un suprémacisme technoscientifique qui dérive justement dans une approche cybernétique finalement de la société et qui dérive dans le transhumanisme. Mon livre sur mon dernier bouquin est critique vis-à-vis du suprémacisme blanc, c'est pour lever les ambiguïtés. Cette approche effectivement essentiellement scientifique, technoscientifique du monde est portée par un certain nombre de régimes politiques. Le premier étant effectivement le régime issu de la Révolution française. Le premier en fait régime politique c'est pas forcément le premier régime politique qui a réfléchi sur ces questions-là, mais c'est le premier régime politique qui a vraiment eu les moyens de ses ambitions, en fait, pour passer à l'action. C'est-à-dire pour essayer justement de réduire vraiment l'existence humaine à un système égalitariste. Avec l'idée que, en gros, on va en quelque sorte couper la tête des trop grands pour qu'ils soient plus petits, et puis il y a une espèce de folie comme ça, en fait, collective qui s'est emparée de la France à la fin du XVIIIe siècle. Mais en fait, c'était déjà présent en fait dans les esprits, puisque par exemple, on attribue souvent aux révolutionnaires l'idée de découper la France en départements de formes, parfaitement géométriques. Alors, en réalité, ça, c'était présent déjà sous l'Ancien Régime. Donc en fait, cette approche géométrique du réel, cette approche géométrique et purement technoscientifique
du vivant. En réalité, c'est même quasiment, enfin, c'est la condition humaine en réalité. À partir du moment, de toute façon, où on commence dès Pythagore à voir le monde comme finalement l'expression d'une mathématique universelle, je veux dire, c'est déjà en fait quelque part le ver est dans le fruit. Hein. Mais entre le moment où des intellectuels, des Grecs ou autres, adoptent, enfin développent une conception géométrique, mathématique du réel, et puis le moment où ça devient un régime politique avec sa police contraignante, et sa puissance de coercition, il a fallu à peu près, 2000-2500 ans. Enfin, entre Pythagore, en fait, et, j'ai envie de dire, la cybernétique, il y a à peu près 2500 ans. Et la cybernétique, là, en fait, c'est en quelque sorte, est en position de conseiller du prince, conseiller théorique du prince. C'est-à-dire que quand Norbert Wiener a inventé la cybernétique pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'abord, en fait, l'État profond américain a voulu classer cette discipline secret défense. Parce qu'ils se sont bien rendu compte qu'ils avaient quelque chose qui était explosif, en fait, parce que ça permet vraiment ensuite de déployer des méthodes de gestion sociale sur une base entièrement géométrique, mathématique, et ça permet en fait en réalité d'asservir autrui. Là, on est en plein là-dedans en fait en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous vivons avec la dictature sanitaire, c'est l'expression effectivement de cette approche entièrement égalitariste, géométrique, mathématique du monde, et donc cybernétique. Et là, c'est en application vraiment de manière extrêmement coercitive, extrêmement violente. Nous vivons en ce moment physiquement, nous sentons physiquement ce que Alain critique dans Comprendre l'époque. En quoi le livre peut être utile à son lecteur ou à comprendre justement l'époque ? En fait, comme c'est une modélisation finalement de cette pensée cybernétique appliquée en politique, ça permet d'aller au cœur des choses, c'est-à-dire de faire une description géométrique. En fait, c'est en quelque sorte une description mathématique, quasiment mathématique, des excès en quelque sorte, et de la folie mathématique quand elle s'empare du monde. Et stylistiquement, on a l'impression effectivement de lire quasiment un traité de logique, un traité de mathématiques. C'est un peu comme, pour prendre un parallèle avec la série Matrix. En fait, par moment, on voit les chiffres qui créent la réalité virtuelle dans laquelle les gens sont enfermés là. Et puis par moment, les images, les avatars, des personnages, laissent apparaître la série de chiffres, la série de symboles qui les structure visuellement. Là, ça fait un peu le même effet, quoi. C'est un peu une description du code, du code de la machine, en fait. Ça permet d'aller au cœur, en fait. C'est un peu comme de la génétique sociale, en quelque sorte. On parle de physique sociale, et le fait, effectivement, l'approche mathématique, géométrique considère que, effectivement, la vie sociale est peut-être décrite en termes de physique sociale, et ça apparaît au XIXe siècle sous la plume de tous les utopistes. En fait, c'est aussi, alors j'ai oublié, heureusement que j'y viens maintenant, c'est aussi une critique du mode de pensée utopiste. Le livre, le Comprendre l'époque, c'est une critique du mode de pensée utopiste, mais de la même façon, qui commence pas au XVIIIe siècle, puisque le premier grand livre utopiste, c'est La République de Platon. C'est-à-dire, quel est le message que Platon envoie dans La République? C'est qu'il est possible d'organiser scientifiquement la société et la vie humaine. Voilà, donc c'est pour ça, en fait, c'est quelque chose qui est, finalement, présent dans la condition humaine dès ses origines. L'idée de rationaliser l'existence. Tout le monde le fait, finalement, à chaque instant, quasiment. Est-ce que c'est vraiment un problème, ou est-ce que du temps de Platon, il y avait plus un rapport avec la spiritualité qu'on a perdu aujourd'hui? Justement, Alain Soral parle beaucoup des mathématiques, et ce qui manque aux mathématiques, c'est l'amour. Il parle des systèmes mondes, notamment. Un mot là-dessus? Oui, alors, c'est vrai que, je pense qu'en fait, la raison pour laquelle aujourd'hui, quelque part, en fait, il n'y a plus d'extériorité à ce mode de pensée, c'est pas parce que l'amour a disparu, c'est parce qu'en fait, l'environnement est dompté.
et qu'il n'y a plus d'extériorité. Ce que je veux dire, c'est que à l'époque de Platon, à l'époque où Platon vivait, l'environnement était encore hostile. Et de fait, lui-même, dans certains textes, je crois même que c'est dans la République, lui-même se fait le porte-parole de la hiérarchie traditionnelle des 3 castes, en fait, du travailleur, du guerrier et du penseur. Donc, en fait, chez Platon, dans la République, on est vraiment dans l'articulation dialectique des hiérarchies sociales traditionnelles et du mode de pensée utopiste égalitaire, dans le même ouvrage, en fait, dans le même système de pensée. Parce qu'en fait, les deux sont coprésents, en fait, dans l'humain depuis toujours. Parce que c'est finalement on pourrait dire deux tendances psychologiques, plus exactement 2 tendances cognitives dans le rapport à l'environnement. Le rapport différencié et qualitatif et le rapport indifférencié et quantitatif. Ou alors différencié mais uniquement de manière quantitative. Et donc... alors oui, effectivement, alors il y a, en gros, ce que dit Alain, c'est que effectivement, c'est que l'amour vient en quelque sorte, je dirais, mitiger cette espèce d'approche purement quantitative et purement égalitaire, mais qui en fait est une fausse égalité. D'ailleurs, il y a un passage que je cite là dans mon dernier bouquin, en fait, où en gros tout est dit. En fait, c'est fondamentalement un système de domination inégalitaire qui avance sous le masque de l'égalité. Parce que, c'est en ce sens que, en gros, que l'approche utopiste, en fait, les grands auteurs utopistes, eux, étaient sincèrement égalitaristes et se disaient, effectivement, on va proposer un mode de vie plus pacifié, où il y aura moins de tensions internes, parce que pour les utopistes, la différenciation qualitative est facteur de tension. C'est toujours, l'idée que effectivement il y a des contradictions internes dans le capitalisme, etc. Et en fait, le marxisme a cette tendance aussi utopiste, en fait, égalitaire, à vouloir réduire les tensions, ou du moins en fait en quelque sorte à essayer de mitiger les tensions liées en fait aux inégalités. L'amour, effectivement, c'est un moyen. Effectivement, le christianisme peut être un moyen, effectivement, de réduire ces tensions issues des hiérarchies traditionnelles, mais en conservant cette hiérarchie traditionnelle, mais en quelque sorte en lubrifiant les relations, pour qu'il n'y ait plus de friction, et pour que en fait, les parties différenciées de la société, les rôles différenciés de la société, œuvrent ensemble dans un projet commun, c'est-à-dire convergent. C'est le principe de l'amour, c'est une convergence. Et en fait, le christianisme, oui, c'est ça, c'est l'amour, c'est le pardon. Donc en fait, ça consiste à en finir avec les rivalités mimétiques de René Girard. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une source de tension, on pardonne, on tourne la page, on passe à autre chose, et on regarde tous ensemble vers l'avenir, dans une mécanique sociale dont les rouages sont lubrifiés justement par le projet commun fondé sur fondé sur le pardon. Donc c'est-à-dire sur le pardon, c'est ce qui permet justement de dépasser le ressentiment et de dépasser ce que Nietzsche appelle le dernier homme, quoi. C'est-à-dire que le dernier homme, en fait, c'est finalement alors là, après ça devient vraiment très compliqué, c'est parti pour 1 heure, quoi, parce que pour Nietzsche, le dernier homme, c'est l'expression même du christianisme. Donc, mais en fait, c'est pas l'expression du christianisme, c'est l'expression de la métaphysique. La métaphysique, elle aussi, la métaphysique, qu'elle soit grecque, c'est-à-dire, platonicienne, aristotélicienne, ou religieuse, c'est-à-dire monothéiste, la métaphysique, elle aussi, en quelque sorte, écrase les différences qualitatives sous, en fait, sous une espèce de chape de plomb, sous une représentation métaphysique, c'est-à-dire au-delà de la nature, qui en fait présente un peu les caractères d'une utopie. Je veux dire, le paradis, tout ça, tout le système toute la représentation cosmologique, cosmologique des métaphysiques, en fait, pour Nietzsche, dans un cadre nietzschéen, en quelque sorte, est une négation des différences qualitatives, des hiérarchies traditionnelles, d'où la critique nietzschéenne de la métaphysique en général, et pas seulement chrétienne. Mais tout ça est ambivalent. Ce que je veux dire, c'est que on trouve dans le christianisme des éléments, en fait, et dans la métaphysique grecque, chez Platon, comme je le disais, des éléments, en fait, d'articulation de la conception hiérarchisée et qualitative de la société avec
justement des éléments en fait de lubrification ou de pacification des tensions qui peuvent en sortir. Quelque part, il faut sortir du tout est blanc, tout est noir. En fait, tout ça est quand même en mouvement et en fait tout ça est dynamique. Et il y a des effets paradoxaux, des effets d'hétérotélie qui font qu'en fait l'inégalité peut se transformer en égalitarisme, comme l'égalitarisme peut lui-même produire aussi des effets de différenciation hiérarchique traditionnelle. L'intérêt là de comprendre l'époque, c'est que en fait, ça synthétise sur 200 pages. Effectivement, ce que je viens de dire là, c'est-à-dire l'affrontement, le choc des titans entre deux conception du monde, la conception effectivement traditionnelle, différenciée, etc., et la conception égalitariste, sachant qu'en fait elles existent depuis toujours, les deux, et que l'une peut utiliser l'autre aussi en tant que stratagème, en tant que subterfuge. Parce que finalement, est-ce que l'égalitarisme, comme le dit Alain dans le texte, l'épopée moderniste, la grande idée, le concept au cœur de la dynamique du cycle, c'est ça, c'est le pouvoir au nom de l'égalité. Donc le pouvoir, c'est-à-dire en fait l'inégalité, la hiérarchie au nom de l'égalité. Donc là, on voit que finalement, un principe hiérarchique peut parfaitement utiliser l'égalité comme subterfuge. C'est-à-dire qu'il y a des égalitaristes sincères, et je pense que tous les auteurs utopistes, plus ou moins socialisants du XXe siècle, du XIXe siècle, les Auguste Comte, les Fourier et compagnie, en fait, étaient sincères, mais ça peut être utilisé effectivement comme subterfuge pour faire en fait un peu d'ingénierie sociale en quelque sorte. C'est pour avancer masqué, faire de l'hameçonnage. Et là, on baigne là-dedans aujourd'hui, avec tout ce qui est culture woke, cancel culture, LGBT, etc., droit des minorités. Là, on ne peut pas, là, décemment, il y a certainement des gens sincères aussi qui se disent, il faut aller jusqu'au bout de l'égalité, et en fait, ce sont des fous, en réalité. Ce sont des gens qui sont pris dans une folie collective, mais je pense que, les principaux animateurs médiatiques de cette idéologie, égalitariste, là, du woke, ou des LGBT, des droits des minorités, eux, en fait, savent très bien qu'en réalité, c'est juste un moyen d'asseoir leur domination politique et psychologique sur les foules, sur la masse, en mettant justement la masse, la majorité silencieuse, en minorité psychologique. Ce qui permet d'inhiber psychologiquement justement l'instinct de conservation, on appelle en quelque sorte le système immunitaire cognitif et politique, en culpabilisant par la culpabilisation permanente de la majorité silencieuse, qui doit perpétuellement s'adapter, se mettre au diapason des minorités persécutées, puisqu'elles sont forcément persécutées. Et donc ça, là, on est vraiment dans la forme dégénérée, la forme vulgaire dégénérée, d'une tradition égalitariste, utopiste, qui a eu aussi ses lettres de noblesse, et qui remonte à Platon. Comprendre l'époque permet effectivement donc d'évoluer, en fait, de clarifier les choses, en fait, dans cette cette histoire assez finalement, dans cette histoire des idées finalement et qui est finalement assez brumeuse en fait. On peut se tromper, on peut s'égarer rapidement dans ce parcours philosophique et politique. En quelque sorte une cartographie en fait, une cartographie, une carte du territoire en quelque sorte, c'est schématique. Donc c'est une modélisation en fait, une modélisation de l'affrontement entre deux grandes tendances de la pensée humaine.